Donc Olivier, tu es dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Delecroix Menuiserie. Tu la diriges avec tes deux frères, qui sont associés, une entreprise familiale, qui a été créée en 2011, qui comprend du coup 17 collaborateurs et 3 co-gérants. Et vous avez une autre structure de peinture côté couleur également. Les différentes activités de l'entreprise, ce sont des activités du coup d'agencement, de rénovation, de menuiserie intérieure et extérieure. Vous êtes situé sur un territoire qui s'appelle la Pévèle, qui n'est pas très loin du coup de Lille, un peu plus rural que la communauté d'agglo de Lille. Tu rentres dans l'EFC, dans un parcours d'accompagnement en 2014. Alors c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui pousse les dirigeants d'entreprise à rentrer dans un parcours d'accompagnement qui dure 1 an, demi-journée minimum par mois, des rendez-vous individuels, etc. Ils doivent se rencontrer entre eux. Et le parcours s'appelle économie à fonctionnalité de la coopération, ils ne savent pas ce que c'est. Alors quelles sont les motivations qui poussent à faire un engagement pareil? Et je relisais du coup les fiches qu'on a fait de votre parcours, et les motivations au départ, du coup, c'est forcément une sensibilité aux enjeux environnementaux de la part du coup du dirigeant. Une conviction aussi qui est que la prise en compte de ces enjeux environnementaux, ça passe par la transformation de son activité. Ça, c'est une conviction très très importante, parce que tu pourrais aussi simplement penser qu'en faisant le tri de tes déchets dans la maison, ça suffit. Non, tu penses que ça passe aussi par la transformation de ton activité. Et puis aussi le souhait que tes offres, elles ne soient pas simplement analysées avec un prisme, qui est le prisme industriel. Résumer la valeur de tout le travail de Delecroix Menuiserie à le prix de la fenêtre. Ça, c'est très très fatigant pour tout le monde, en fait, les dirigeants, les salariés, etc. Et ça crée plein d'externalités négatives, concept clé de l'EFC. Donc voilà quelles sont les grandes raisons qui poussent Olivier à rentrer dans ce parcours. Et voit du coup dans ce parcours un certain nombre de limites que j'ai déjà un peu citées, notamment tout un tas d'activités de travail. Lorsqu'on regarde, on passe une journée avec les salariés d'Olivier ou avec Olivier, on se rend compte qu'il y a plein d'activités avant, pendant et après la production du bien et du service, mais alors qu'ils sont passés totalement inaperçus, notamment par le client, parfois même par le dirigeant lui-même ou par les salariés eux-mêmes. Ils ne savent même pas qu'ils ont rendu tel service et qu'ils ont fait tel type de travail. Voilà, c'est cette invisibilité-là, le fait d'être dans un rapport de force avec le prix, ça c'est quelque chose qu'on a longuement analysé et qui est lié au modèle économique. Dit autrement, tant qu'on continue à vendre des fenêtres, il ne faudra pas s'étonner qu'on ne soit pas valorisé dans l'apport du conseil, de l'usage, etc., de la relation de service. Ça va être très compliqué de se comprendre. Également des effets de concurrence entre les acteurs du BTP qui sont très très embêtants. Une situation réelle qui est déjà arrivée. Donc, l'ancien président du Club Noé, Didier Dumont, dirige une structure qui fait de l'installation de chauffage, ventilation, électricité. Et puis, des clients viennent le voir pour acheter une chaudière. Ils n'ont pas du tout besoin de chaudière, ils ont besoin de se chauffer, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et en fait, ils auraient besoin d'abord peut-être de commencer de changer les fenêtres. Donc, si en fait mon ancien président, il a un choix en fait à faire à ce moment-là. Est-ce que je rends service à mon client et je l'envoie chez mon concurrent et je perds de l'argent, ou alors je lui vends une chaudière? Mais ce n'est pas ça dont il a besoin. C'est entre le manque de coopération et parfois les rapports de force entre les acteurs du bâtiment sont vraiment très 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 nuisibles. On a fait une évaluation auprès de nos adhérents, 80% de la marge nette en moyenne, d'après nos adhérents, dépend d'enjeux de coopération entre les acteurs du bâtiment. Améliorer la coopération, vous doublez quasiment votre marge nette, dit autrement. Et avec l'EFC, concrètement, dans quoi que tu es rentré? Tu as déjà créé un certain nombre d'expérimentations avec, moi j'appelle ça comme ça, des expérimentations avec des clients, des situations où l'enjeu de départ, ce qui vaut, on va discuter de qu'est-ce qui a de la valeur. Et toi, tu es arrivé en disant, mais on va avoir une discussion sur qu'est-ce que vous mettez derrière le mot qualité, parce que moi, la qualité, c'est pas simplement la qualité du bois que je vais traiter, c'est la qualité de service. Mais du coup, il va falloir savoir en quoi je peux vous rendre service, et surtout tout le travail aussi que vous allez devoir faire pour qu'on soit vraiment efficace ensemble et atteindre les services qu'on s'est fixés. C'est aussi, du coup, avec l'EFC, la création d'un groupement pour lutter contre ces enjeux de concurrence. Olivier, du coup, a créé un groupement avec le chauffagiste, avec un diagnostiqueur thermique qui, du coup, analyse la performance énergétique du bâtiment, et puis des structures qui font de l'isolation intérieure et extérieure, et proposent une solution globale de rénovation énergétique sans se tirer dans les pattes. Et pour terminer, avec l'économie à fonctionnalité et la coopération, on est en train en ce moment de travailler sur le montage d'un projet, puisque Olivier a créé avec tout ça un concept très très intéressant, qui est le concept de l'entreprise artistrielle, puisque vous avez devant vous un dirigeant
C'est une PME familiale qui, du coup, travaille le bois, qui est dans vraiment une logique artisanale avec une notion très très importante du service et de la qualité qui était déjà présente avant de travailler sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Pour autant, il y a aussi beaucoup de machines qui permettent de proposer plus de choses, plus de diversité de produits, mais du coup, ces machines, elles ne sont pas forcément très très bien adaptées à rendre réellement service. En fait, elles rendent service si vous rentrez dans la programmation de la machine. En dehors de la case de la machine, on n'arrivera pas vraiment à vous rendre ce service. Ce qui est une vraie problématique lorsqu'on propose du sur-mesure et de l'accompagnement à la carte. Donc tout ce travail-là de réorganisation de comment on adapte l'outil réellement et comment on le met au service des services, c'est un travail qu'on est en train de mener ensemble. Olivier, quand je fais cette lecture-là, quel regard tu as sur cette trajectoire et sur cette lecture? D'abord, je me dis juste une chose, si ta subjectivité s'arrête là, ça va. Elle est à peu près correcte et elle est acceptable. Donc je te remercie, c'était plutôt précis et vrai. On a effectivement créé Delacroix Menuiserie à l'origine sur un modèle plutôt traditionnel, modèle artisanal, et en exerçant notre activité, comme tout un chacun, dans le monde du bâtiment, avec des devis, Et puis, très vite, on s'est rendu compte, mais pas tout seul, grâce effectivement à Simon notamment, le Club Noé, etc., en faisant nos premiers pas dans les communautés de la fonctionnalité, qu'on faisait notre activité finalement de façon pas complètement traditionnelle. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre d'offres servicielles, effectivement, comme tu l'as souligné Simon, plutôt invisibles. Invisibles aux yeux de nos clients, c'est certain, à nos yeux aussi probablement, parce qu'on le faisait de façon naturelle, pensant que c'était parfaitement normal. Finalement, avec les premiers pas de l'EFC, on s'est rendu compte que ça ne l'était pas tant et que ces services, ils avaient une véritable valeur. Le problème, c'est qu'il faut réussir à mettre en œuvre et à matérialiser la valeur de ces services. Et donc, on avait des offres, nous, qui étaient systématiquement analysées sous le prisme du prix. Le prix, rien que le prix, non, pardon. Le prix plus l'exigence de qualité, plus l'exigence de délai, parce qu'on est dans une société où tout doit toujours aller plus vite et plus vite, qu'il faut fabriquer des fenêtres ou des dressings comme Amazon en 2 heures et livrer en 4 heures. Donc en fait, tout ça était un peu compliqué et tu l'as dit, c'est lassant. Lassant en fait d'essayer de recueillir les besoins au plus proche et d'aller chercher vraiment précisément, d'interroger l'usager sur ses réels besoins et de se rendre compte qu'au final, la seule chose qui reste, c'est le prix. Donc en fait, Simon, le Club Noé en général, nous a beaucoup aidé à nous rendre compte de ça. Et on s'est dit, il serait peut-être temps de réussir à matérialiser cette offre servicielle et pouvoir déplacer la valeur du seul bien sur une valeur de service, voire même sur une valeur que j'appelle aujourd'hui solution globale. C'est-à-dire que l'objectif de Delacroix Menuiserie, ça n'est plus, ça ne l'a jamais été, je pense, mais en tous les cas encore moins aujourd'hui, de vendre un produit, mais c'est de construire, de co-construire avec les usagers une solution globale qui englobe produits et services. Et il fallait donc réussir à matérialiser ces éléments-là, à rendre visibles auprès des usagers ces éléments-là. Donc on s'est interrogé, on s'est vite rendu compte qu'il allait falloir changer de modèle complètement. En fait, il allait falloir remettre à plat l'organisation complète de l'entreprise, parce que construire une solution globale pour nos usagers, qui sont nos clients, ça nécessite d'intégrer 100% de l'entreprise, pas uniquement le service commercial, pas uniquement le service production, pas uniquement le service de mise en œuvre, mais absolument tout le monde, pour pouvoir au final mettre en œuvre une solution qui soit une solution globale qui séduise, en tous les cas qui réponde aux besoins d'un usager. Et donc cette mise à plat, c'est très compliqué parce qu'il faut mettre par terre toutes nos certitudes, nos convictions. On a été bien aidé dans les sas de déformation d'ailleurs quand j'ai participé là, pendant une année à l'économie de la fonctionnalité de la coopération là, aux universités. Et donc on s'est dit qu'il était peut-être intéressant de se poser, d'y réfléchir, ce que nous avons fait. Et on a cherché donc un autre modèle en se disant, voilà, on est sur ce modèle artisanal, traditionnel. Il offre des intérêts. Modèle artisanal, ça veut dire une souplesse, ça veut dire une proximité avec les usagers, ça veut dire un ancrage territorial très fort. Il ne faut pas renier, il faut garder ces éléments-là. Mais on l'a vu, ce n'est pas suffisant. Il nous manque un certain outillage pour aller plus loin, pour pousser les limites techniques, pour pouvoir répondre sur des solutions toujours plus proches des besoins des usagers.
donc investir dans de l'outillage, actuellement outillage plutôt numérique. Il faut aussi une nouvelle organisation du travail, il faut aussi de la rigueur, il faut repenser tout ça. Donc on s'est tourné vers le modèle industriel en se disant modèle industriel égale superbe outil de travail, égale process rompu à tout, etc. Sauf que le modèle industriel, il a aussi ses travers. Le modèle industriel, c'est aussi l'impossibilité d'avoir une souplesse. Alors, j'espère ne pas me prendre les foudres des industries, mais... Pas ici, en tout cas. J'ai l'impression, donc ça va. Mais effectivement, l'industrie, elle ne peut pas être aussi souple que le modèle artisanal, parce qu'on ne pointe pas et on ne dépointe pas ces outils, comme ça, tous les jours, c'est impossible. Parce que quand on investit dans un outillage coûteux, eh bien, on a naturellement le souhait, le besoin de le rentabiliser. Le rentabiliser en standardisant des offres, en créant, en fabriquant, en construisant un catalogue, en arrivant chez nos usagers, en leur disant « voilà ce que j'ai à vous vendre ». Moi, aujourd'hui, vous l'avez compris, on n'a rien à vendre. On a juste qu'à recueillir les besoins et essayer de co-construire avec les usagers une solution. Donc on s'est dit que le modèle artisanal était complexe, en tout cas pas suffisant. Le modèle industriel ne correspond pas à nos besoins. Entre les deux, on a vu un vide. Donc on s'est dit, bien, alors qu'à cela ne tienne, il y a peut-être quelque chose à créer. Et donc on a imaginé dont Simon vient de parler là, il y a quelques minutes, le modèle artistriel, effectivement, comme artisan et artistriel, industriel, vous l'aurez compris, qui devrait nous permettre, en tous les cas, on en est au début, donc effectivement, Simon l'a souligné, on est en train de travailler le projet avec la région des Hauts-de-France. On devrait peut-être être accompagné par les Hauts-de-France, je devrais le savoir d'ici quelques semaines. L'idée étant de mener un certain nombre d'expérimentations pour pouvoir mettre en œuvre, j'allais dire, un livre de recettes de qu'est-ce que le modèle artistriel, qu'est-ce qu'il procure, qu'est-ce qu'il promet, et puis comment réussir sa transition, comment réussir à passer d'un modèle traditionnel sur un modèle artistriel qui permettra, et le but ultime est clairement de mettre en œuvre une solution globale, c'est-à-dire systématiquement déplacer la valeur purement produit sur une valeur produit et service, et voire même d'ailleurs sur plus de services encore. Et l'objectif, d'ailleurs les services sont essentiels parce qu'on est comme les autres. On a donc investi d'ailleurs dans cet outil plus pointu que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est effectivement un investissement lourd. Et on n'est pas autrement que les industriels. On a besoin de le rentabiliser aussi. Mais on est convaincu que l'offre servicielle qu'on pourra apporter, elle permettra justement de ne pas faire tourner 24 heures par jour l'outil, de le faire tourner 2 heures, 3 heures, 6 heures, 8 heures en fonction des besoins, et de compenser en fait le fait que ça ne tourne pas par justement cette offre servicielle qui apportera une valeur bien supérieure.